Oh là là, t'as vu la sauce qu'on se prend Ah depuis ouais, hier, ouais. ils arrêtent pas là. Hein. C'est une dinguerie, hein. Oh, et mollo sur les menaces de mort par contre. Bah ouais, c'est chaud, regarde, y en a même un qui dit que j'ai la peau en chewing-gum. Oh, ça se fait pas. C'est une dinguerie de dire ça. Oh. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mardi 17 février et visiblement certains n'ont toujours pas digéré l'épisode d'hier. La fachosphère est dans tous ses états, mais permettez-moi d'y voir un baromètre assez flatteur de notre utilité. Quand ça grince à ce point-là, c'est qu'on a visé en plein dans le mille. Donc on va pas s'excuser, au contraire, on va même continuer et en remettre une couche avec l'affaire Quentin Derenque. Dans le récap précédent, on a décortiqué la fabrique du martyr par l'extrême droite, mais aussi les complicités et les responsabilités de la sphère politico-médiatique. Aujourd'hui, on déplace un peu le projecteur. Ce qui nous intéresse, ce sont les conséquences pour la gauche, qu'elle soit politique ou militante. Car le vrai sujet, ce n'est pas l'indignation exhibée en vitrine par l'extrême droite. Le vrai sujet, c'est ce que cette séquence cherche à provoquer, les lignes qu'on tente de faire bouger. Et autant vous prévenir tout de suite, le paysage qui commence à se dessiner n'a vraiment rien de rassurant. Alors, dès les premières heures de cette affaire, alors que l'enquête n'en était qu'à ses balbutiements, l'extrême droite a fait tourner la machine à propagande à plein régime. Même récit, mêmes éléments de langage, même accusations martelées partout, à toute heure, sur les plateaux télé, jusqu'aux réseaux sociaux. On entend que la gauche serait responsable de la mort de Quentin et évidemment, en particulier, la France insoumise. Le service d'ordre du mouvement insoumis s'est retrouvé dans le viseur avant même que les faits soient vraiment établis. Ils ne sont d'ailleurs toujours pas vraiment. Très vite, une rumeur bien huilée a commencé à circuler. Ces militants bénévoles du service d'ordre chargés d'assurer la sécurité de l'eurodéputé Rima Hassan lors de son déplacement à Lyon à Sciences Po seraient impliqués dans la bagarre avec Quentin. Voilà, c'est ça la rumeur. Aucune preuve, aucun élément vraiment concret. Mais peu importe, elle file à toute vitesse et c'est finalement Jean-Luc Mélenchon, le fondateur du mouvement, qui va devoir intervenir pour défendre ses troupes. C'était lors d'un meeting à Montpellier dimanche où il assure que le service d'ordre insoumis n'a jamais quitté Rima Hassan lorsqu'elle était à Lyon, soit à peu près exactement aux horaires de la Rix. On l'écoute. Entre 18h20, heure à laquelle elle est là, elle parle avec des gens, et 19h40, tout s'est passé ailleurs qu'à l'endroit où se trouvait Rima et le service d'ordre des Insoumis. Tout a été truqué, arrangé pour faire croire à une sorte d'expédition du service d'ordre insoumis pour traquer un pauvre malheureux. Alors en parallèle, les fémos nationalistes de Némésis ont aussi eu à cœur de pointer la responsabilité des antifas, mais pas n'importe lesquels, pas des autonomes qui passeraient par là avec leurs potes et qui repéreraient des nazis en embuscade, pas du tout. Eux, c'était très spécifiquement la Jeune Garde. Et encore une fois, c'est pas innocent puisque cette organisation antifa lyonnaise est directement associée à Raphaël Arnaud, le député LFI. C'est lui qui l'a cofondée en 2018 en réaction déjà à la montée du fascisme dans la ville. Puis il en a été le porte-parole jusqu'à ce qu'il fasse son entrée au Parlement après les élections de 2024. À peine un an plus tard, la Jeune Garde était dissoute sur demande de Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur, qui lui reprochait un activisme violent. Depuis, la Jeune Garde n'a plus d'existence légale, ni même médiatique. C'est donc son avocate qui s'est chargée de répondre aux accusations de l'extrême droite par un communiqué. La Jeune Garde ayant suspendu toutes ses activités dans l'attente de la décision du Conseil d'État, elle ne saurait être tenue pour responsable des tragiques événements ayant eu lieu à Lyon. Fin de communiqué. Mais évidemment, l'extrême droite ne s'est pas arrêtée là. Très vite, des noms ont été balancés en pâture sur les réseaux sociaux et dans les médias. Le premier à sortir, c'est Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Il est accusé d'avoir été vu sur place,
voire même d'avoir causé la mort lui-même du militant nationaliste. Son identité, sa photo est diffusée sur les réseaux sociaux en masse et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Alors lui, il dément par la voix de son avocat être responsable du drame. Malgré tout, il quitte temporairement ses fonctions d'assistant parlementaire le temps que l'enquête suive son cours. Et puis de toute façon, Yaël Braun-Pivet, la présidente Ensemble de l'Assemblée nationale, lui a tout bonnement fermé les portes. Il est interdit des lieux, je cite, pour prévenir les troubles à l'ordre public que sa présence est susceptible de provoquer. Voilà. Alors, hier, lors de la conférence de presse, quand même, on le note, le procureur de la République n'a, lui, pas répondu aux questions concernant Jacques-Élie Favreau. Plus récemment, de nouveaux noms et de nouvelles photos ont aussi été diffusés, relayés cette fois par des gros comptes d'influenceurs d'extrême droite. Selon eux, ces personnes seraient directement impliquées dans la bagarre, identifiées soi-disant sur les vidéos des violences diffusées par TF1 et BFM. Le tout, évidemment, encore une fois, sans prudence ou vérification particulière. La preuve, une jeune femme citée dans la fameuse liste de noms ne serait même pas en France en ce moment, mais en programme d'échange en Amérique du Sud. Voilà, alors en attendant, sa famille, elle se fait harceler et elle a dû carrément porter plainte. Et sur les réseaux sociaux, ces listes de noms s'accompagnent également souvent de menaces de mort, induites ou pas. On peut par exemple lire sur un compte à quand même 15 000 abonnés sur X, que la justice s'en charge, sinon d'autres s'en chargeront. Glaçant. Mais enfin, l'avantage avec eux, c'est quand même qu'ils ne tiennent pas très longtemps le masque de la non-violence. Voilà, alors la France insoumise a évidemment toujours assumé cette alliance avec la jeune garde à travers Raphaël Arnaud, mais cette fois-ci, le socle tremble un peu. Alors si la France insoumise officiellement continue de soutenir son élu, qui était lui présent à l'Assemblée nationale à Paris le soir de la bagarre à Lyon, il apparaît quand même nettement dans les communications qu'il prend ses distances avec l'organisation Antifa ou ce qu'il en reste, et puis plus généralement avec le mouvement. On sent quand même que les accusations sont lourdes, un peu trop, et que la période est aussi sensible. On rappelle qu'on est en pleine période de campagne municipale et qu'on approche aussi de l'élection présidentielle. Évidemment, ça ne pouvait pas tomber plus mal pour la formation politique. Et puis si on lève le nez un peu de la copie, les conséquences risquent bien de largement dépasser le simple enjeu électoral. Comme d'habitude, il n'a pas fallu trop insister pour que la classe politique reprenne en cœur le narratif de l'extrême droite et accuse LFI de tous les maux, voire même les plus terribles. Aussitôt, les tweets se sont multipliés, les interventions médiatiques ont été à tout va. Et bien sûr, les coups en dessous de la ceinture aussi. La séance de questions au gouvernement cet après-midi à l'Assemblée en était le parfait exemple. L'ultra-gauche tue, LFI devrait condamner. Votre silence face à ces faits est assourdissant. Si LFI est innocent, si vous n'avez rien à voir avec ce qui s'est passé, où est Raphaël Arnaud? Où est le député fondateur de la Jeune Garde? Pourquoi se cache-t-il aujourd'hui? Il y a une violence incontestable entre la France insoumise et la Jeune Garde. Ce n'est pas un fait divers. C'est le résultat de la banalisation de la violence politique. Il appartiendra à la justice de condamner, mais il appartient à chacun d'entre nous ici de dénoncer les responsabilités politiques qui ont mené à cette violence. Et cette violence ne vient pas de nulle part. Aujourd'hui, l'extrême gauche a du sang sur les mains. Elle a du sang sur les mains quand elle a cautionné Notre-Dame-des-Landes. Elle a du sang sur les mains quand elle qualifie le Hamas de mouvement de résistance. Elle a des sangs sur les mains quand elle a osé ici, dans cet hémicycle, avoir des députés d'extrême gauche qui ont applaudi l'un des leurs, fiché S, qui a osé proclamer dans cet hémicycle « Vive la Jeune Garde ». Bon vous avez compris le principe, ça fuse de tous les côtés, pas besoin de procès, pas besoin d'enquête, l'affaire est déjà bouclée, les politiques ont tranché et le coupable est tout désigné, c'est évidemment la France insoumise. Alors pour remettre les choses en perspective, rappelons quand même que depuis 1988, 59 crimes racistes ont été commis par des militants d'extrême droite, contre seulement 6 par l'extrême gauche. Rien que depuis 2022, 12 personnes ont été tuées par des militants
militants d'extrême droite. On en a fait une liste non exhaustive dans le récap d'hier. Je vous invite à retourner le voir si vous en avez envie. Mais avez-vous souvenir dans l'histoire d'une seule minute de silence à l'Assemblée nationale pour ces victimes ? Là, ça a été le cas pour un militant fasciste, rappelons-le. Le RN a-t-il jamais été sommé de rendre des comptes sur ces crimes ? A-t-il seulement été accusé d'en être à l'origine ? Jamais. Pire encore, l'extrême droite profite de l'affaire Quentin Derenque pour effacer son ardoise et se draper dans une virginité prétendument retrouvée. Je vous invite à regarder cette séquence édifiante entre Apolline de Malherbe et Marion Maréchal Le Pen. C'était sur BFM. En fait, statistiquement, la violence d'extrême droite est dérisoire par rapport à la violence d'extrême gauche. Mais il y a des morts, vous le savez. Non, mais elle est dérisoire. Je veux dire, ça n'existe pas statistiquement. La seule question-là, notamment les membres de LFI disent il y a eu 12 morts. Alors évidemment, des chiffres qui sortent depuis de combien mais enfin, il y a eu Clément Méric. Excusez-moi, il y a eu, vous le savez, des morts qui ne sortent de nulle part, des chiffres par un skinhead. Vous ne pouvez pas dire que c'est dérisoire. Non, mais moi, je regarde quand même la réalité en face. La réalité en face, c'est qu'il y a eu, ne serait-ce que cette année, des dizaines, écoutez-moi bien, des dizaines de responsables de la Cocarde et de l'Uni, syndicats de droite, qui se sont fait casser la gueule dans les facultés. Donnez-moi un seul responsable de l'UNEF ou un seul syndicaliste de gauche qui se soit fait casser la gueule par des militants d'extrême droite. Mais Marion ça Maréchal, vous pouvez pas dire c'est dérisoire quand il y a eu des morts. Je vous dis, c'est statistiquement dérisoire. La violence d'extrême droite dans notre pays n'existe pas. La seule violence qui est structurelle, massive, systématique. Mais vous ne niez pas, Marion Maréchal, qu'il y a eu des morts qui sont tombés sous les coups de militants en l'occurrence, d'ultra-droite. Je ne sais même pas d'où sortent les chiffres de la France Insoumise qui ne sont jamais challengés. Parlons de Clément Méric. Oui, mais Clément Méric, absolument, il y a eu Clément Méric. Mais Clément Méric, est-ce qu'il y a une comparaison possible avec Quentin ? Excusez-moi, non. Clément Méric est-il mort sous les coups d'un homme qui était membre de l'ultra-droite ? Il est mort par accident, après avoir déclenché une bagarre. Non. Évidemment, bien sûr qu'il y a eu un mort par accident. Mais ce que je veux vous dire, la condamnation, après avoir longtemps dit que c'était par accident, c'est-à-dire en réalité, il n'y a pas eu d'homicide volontaire. Parce qu'il serait tombé. On parle d'homicide volontaire sur Quentin. En effet, mais on ne peut pas dire que c'est un accident. On ne peut pas dire que c'est un accident. C'est pas un homicide volontaire. C'est pas un homicide volontaire, mais ça n'est pas un accident. C'est que c'est un homicide involontaire. C'est donc il n'y avait pas une intention de donner la mort. Ça n'est pas un accident. Et en effet, tout le monde. Non mais excusez-moi, je suis pas en train de relativiser la mort de Clément Méric. Moi je comprends pas. Ça n'enlève rien à la mort de Quentin que de dire s'il y a eu aussi des morts. Je vais vous dire pourquoi. Si, parce que c'est une manière de relativiser la gravité de la violence d'extrême gauche. C'est que vous-même vous relativisez. Par rapport aujourd'hui à ce que pourrait représenter la violence de l'extrême droite. Alors on rappelle quand même que la personne qui s'exprime et qui est soudainement très amnésique, c'est la petite fille de Jean-Marie Le Pen, le mec qui a fondé un parti avec des nazis et torturé des gens en Algérie. Voilà, fallait oser. Alors je sais pas si vous mesurez vraiment la pente sur laquelle on est en train de glisser, mais ça y est, la trumpisation de la France semble achevée. Comme aux États-Unis, on commence à s'installer cette petite musique qui veut réprimer à tout va les mouvements antifa, voire la gauche tout entière, jusqu'à assimiler tout ce petit monde à des groupes terroristes. Pourtant, jamais on n'a entendu un mot contre les pires groupuscules nazis. Ceux-là, ils continuent de défiler à Paris chaque année comme si de rien n'était. Et vous connaissez évidemment la suite, parce qu'avec les antifas dans le viseur, c'est évidemment toute la gauche militante qui va morfler. Déjà que les dernières années ont été proches du calvaire, avec la répression, les poursuites, les condamnations, tombant à la moindre occasion. On sent bien que le pire reste à venir. D'ailleurs, ce matin encore, on avait un petit avant-goût des libertés qui vont sauter au prétexte de cet événement. Le ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé qu'il n'y aurait plus de meeting dans les facs lorsqu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Alors c'est super, comme ça Némésis peut semer le chaos à l'avance et puis décider du calendrier des conférences dans les facs, qui a le droit de s'exprimer, qui n'a pas le droit, c'est formidable. À ce rythme-là, on pourrait bientôt interdire aux gens de marcher dans la rue à plus de 2, voilà, comme ça éviterait les rixes. Et puis ce serait à peu près aussi cohérent comme mesure et tout aussi absurde et autoritaire. Alors avec l'affaire Quentin, le risque est évidemment réel que la fenêtre d'Overton ait définitivement glissé vers la droite. Dans les scénarios les plus sombres, on peut même se demander quelles pourraient être les répercussions pour LFI en tant que mouvement politique. L'intensité des attaques dans l'hémicycle et sur les réseaux sociaux, c'est telle qu'il n'est pas complètement déraisonnable d'imaginer qu'une action administrative contre la France insoumise et les mouvements de gauche radicale plus généralement puissent être envisagées.
Puis pourquoi pas jusqu'à une dissolution, après tout. Ça réglerait le problème et puis ça ferait les affaires de certains. Un adversaire de moins, surtout quand on compte ses électeurs sur le doigt d'une main. Ça se refuse pas. Alors la menace, elle n'est pas seulement symbolique, vous l'avez compris, mais elle montre à quel point le terrain politique actuel peut être modelé par l'extrême droite, qui en plus possède la puissance médiatique et un poids politique associé. À force, la méthode est évidemment rodée, c'est ce qu'ils font toujours. À la moindre occasion, ils frappent vite, fort, en meute. Ils inondent les plateaux télé, les réseaux sociaux, les tribunes. Ils imposent un cadre de lecture et de pensée avant même que la réalité ait eu le temps de respirer. Et ensuite, chacun est sommé de se positionner à l'intérieur, évidemment, de ce cadre, sous peine d'être accusé de complicité. Avec l'affaire Quentin, cette stratégie est devenue un piège redoutable. Chaque accusation, chaque insinuation, chaque publication a servi à verrouiller le récit. Les visages, les noms, les suppositions circulent évidemment plus vite que l'information vérifiée. L'objectif n'est évidemment pas d'établir la vérité, mais juste d'installer un soupçon qui colle aux pattes de l'adversaire, un soupçon qui circule plus vite que les démentis ou évidemment que la justice, un soupçon qui reste en tout cas dans les mémoires et entache durablement l'adversaire. Bref, l'extrême droite française nous offre une véritable masterclass en fascisme et comme d'habitude, c'est la gauche qui trinque. On fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission ou même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et puis d'ailleurs, sans vous, pas de récap, mais pas de médias non plus. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient bon en indé dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent la bataille de l'info, mais pour tenir, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est évidemment vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous à continuer à vous informer. Abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisé. Toutes les infos sont sur notre site internet. Et depuis quelques jours, grande nouvelle, en plus de Free, Molotov, YouTube et notre site, retrouvez-nous également sur la télé d'Orange, canal 235. L'ancien Premier ministre François Fillon s'est désisté de son pourvoi en cassation dans le dossier des emplois fictifs de son épouse Pénélope. Après un recours déposé en juin dernier contre la Cour d'appel de Paris, François Fillon a finalement abandonné. Il écope donc définitivement de 4 ans de prison avec sursis, assorti d'une amende de 375 000 € et d'une peine de 5 ans d'inéligibilité. Cette décision a été actée par la Cour de cassation le 9 janvier dernier, d'après une ordonnance consultée par l'AFP. Alors rappelez-vous, ce scandale concernait principalement l'emploi fictif de sa compagne Pénélope en tant qu'attachée parlementaire. Ça avait été révélé à l'époque par le Canard enchaîné. Le Pénélope Gate, comme on l'appelait, avait fait parler évidemment, puisqu'il avait éclaté en pleine période électorale, en pleine présidentielle de 2017. François Fillon n'avait alors pas dépassé les 20% des voix, une première pour un candidat de droite sous la Ve République. En Île-de-France, une partie des écoles était fermée ce mardi. Un mouvement de grève a été lancé par plusieurs syndicats du secteur, comme le FNES FSU ou Sud Éducation. Ce midi, une manifestation regroupant plusieurs centaines de personnes est partie de la Sorbonne à Paris, en direction du ministère de l'Éducation nationale. Les personnels en grève sont en colère contre le gouvernement et plus particulièrement contre les suppressions de postes annoncées à la fin du mois de janvier, plus de 3000 au niveau national, d'après le projet de loi Finances. On écoute 2 représentantes syndicales sur le sujet. Alors c'est important d'être là aujourd'hui parce qu'encore une fois, on supprime des postes dans l'éducation nationale. Donc encore une fois, on choisit un budget d'austérité. On n'investit pas dans l'avenir que sont les enfants. L'école va très mal, ça on le sait, et ce n'est plus à démontrer. Encore plus dans le 93, où on a des équipes qui sont à bout de souffle. On a fait un plan d'urgence pour lequel on n'a jamais eu de réponse. Donc on est là aussi pour ça aujourd'hui. En fait, ce n'est pas la première année qu'elle empathie, mais en fait, plus les années passent et plus elle empathie. C'est-à-dire que là, dans les écoles, les collèges, les lycées, on a
On a un manque de moyens, on n'a plus d'infirmières, il n'y a plus d'assistantes sociales. En fait, sur l'encadrement des élèves, c'est de plus en plus difficile parce qu'on n'a pas, il y a de moins en moins de profs, il y a de moins en moins de titulaires aussi. On a beaucoup de contractuels qui sont embauchés en septembre et qui sont débauchés, on va dire, au mois de juin. Donc, c'est des économies, bien sûr, pour l'État, mais c'est pas des moyens pérennes. Et ce qu'on a besoin dans les établissements, c'est des moyens humains. Aujourd'hui, c'est encore plus flagrant parce que même la Cour des comptes dit qu'il y a un vrai sujet sur l'école et sur le manque de moyens des écoles. On est à l'os, c'est criant, les parents d'élèves le voient tous les jours, comme je vous le disais, eux plus sur le non-remplacement, mais il y a aussi l'accompagnement des enfants porteurs de handicap, où là aussi c'est flagrant, on voit que les AESH qui sont essentiels pour faire fonctionner l'école ne sont pas présentes parce qu'il n'y a pas assez de recrutement. Après, il y a aussi le fait qu'elles n'ont pas de statut et qu'elles sont dans des temps partiels imposés, donc c'est un métier hyper précaire. Tout ça fait que l'école ne va pas bien du tout, les parents le voient, et la seule solution qu'on nous propose, c'est un budget d'austérité, et ça, ce n'est pas compréhensible pour nous. Comme on le dit, quand on investit 1 euro dans l'éducation, c'est 9 euros pour la nation de gagner, et donc on ne comprend pas qu'on nous fasse encore ça, qu'on nous supprime encore des postes, encore cette année. Certains parents d'élèves étaient également présents pour soutenir la mobilisation. Alors je suis présente ici pour représenter entre guillemets la ville de Boissy face aux difficultés que les écoles rencontrent, puisque en nombre, il y a à peu près plus de 80 élèves en situation de handicap avec des notifications pour 13 AESH. Quand on fait le ratio, vous comprendrez que ça fait à peu près une AESH pour 8 élèves. C'est incohérent, injuste. Derrière, nous avons quand même des enseignants qui font du mieux qu'ils peuvent, mais sans les moyens adéquats, forcément, on part sur des dérives de maltraitance, de burn-out pour les professeurs. Donc c'est inadmissible. C'est important de dire au ministère que je qualifie de ministère de chocolatine, c'est-à-dire qu'il est complètement incohérent avec la réalité du terrain. Qui se permettent de donner des chiffres qui ne correspondent pas du tout à la réalité et que on est là pour leur montrer que face à leur incohérence, qu'on leur tient tête et que ce n'est qu'un début et qu'on ne lâchera pas. Selon le ministère de l'Éducation nationale, 6,16% d'enseignants étaient en grève en Île-de-France. Ce taux grimpe à 13,3% chez les personnels de la vie scolaire, tout type d'établissement confondu. Les représentants de l'Iran et des États-Unis ont repris les pourparlers autour du programme nucléaire iranien. Ce mardi, en Suisse, le chef de la diplomatie iranienne a affirmé que Téhéran et Washington s'étaient entendus sur un ensemble de principes directeurs qui pourraient ouvrir la voie à un possible accord pour régler leurs différends. Le ministre des Affaires étrangères a salué une session de discussion plus constructive que la précédente qui s'était tenue le 6 février à Oman. En parallèle de ces échanges, Donald Trump a annoncé vendredi dernier l'envoi d'un nouveau porte-avions au large de l'Iran, maintenant la pression sur Téhéran. Le 12 février, Trump avait de son côté averti que l'absence d'accord aurait des conséquences très traumatisantes pour l'Iran. En l'absence de compromis, le président américain engagera une phase 2 décrite comme très dure. Pour l'heure, aucun accord n'a été annoncé. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas, pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner aux médias ou faire un don défiscalisable sur notre site internet. Vous pouvez aussi parler de nous autour de vous et nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux et retrouver l'ensemble de nos programmes sur Free, canal 165, Orange, canal 235, sur Molotov, sur notre site internet, ainsi que sur YouTube, nos chaînes Le Média et Le Média 24/7. Très bonne soirée sur Le Média.